Bonjour, dans la vidéo numéro 70 de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation, j'ai présenté les 6 composantes de la nouvelle politique industrielle que je propose. L'industrie du futur que nous devons bâtir implique de révolutionner son rapport à la nation d'abord, au travail humain bien entendu, à l'environnement, aux produits, au territoire et à l'innovation. J'ai développé la première composante, celle du rapport entre l'industrie et la nation, dans la vidéo dans la vidéo précédente. Dans la vidéo 61, j'ai traité des 4 composantes suivantes. Celles qui portent sur les liens entre l'industrie et le travail humain, l'environnement, les produits et les territoires. Aujourd'hui, dans cette 72e vidéo, je vais parler de la dernière composante, le rapport de l'industrie à la sous-traitance et à l'innovation. Commençons par parler de la sous-traitance. Une loi définissant une charte de la sous-traitance sera votée. Elle s'appliquera bien sûr aux entreprises nationales qui seront exemplaires en la matière, mais elle aura vocation à concerner aussi les entreprises privées. Les objectifs de la sous-traitance pour le grand patronat sont nombreux. D'abord, externaliser et précariser les salariés, jugés comme étant les moins compétents, les plus fragiles physiquement, psychologiquement, les moins malléables. Une fois dehors, ils ne participent plus que de façon épisodique à la production, puis à la vie sociale, l'un entraînant l'autre. Après les avoir mis dehors, les entreprises les empêchent de rentrer. De tels comportements seront bannis. L'emploi pour tous sera garanti sur le territoire. On pourra enfin parler de territoire sans chômage. Autre objectif du patronat avec la sous-traitance, effectuer les travaux dangereux ou insalubres, qui est devenu une stratégie de certaines entreprises. Les précaires ont ainsi 2 fois plus d'accidents du travail que les autres salariés. Et ces accidents sont en moyenne 2 fois plus graves. Le travail précaire crée une santé précaire. Encore un autre objectif du grand patronat, avec la sous-traitance, décourager les exigences salariales et aussi étrangler les petites et moyennes entreprises pour externaliser vers elles les risques des plus grosses. Délais et prix toujours plus tendus, normes concernant les produits toujours plus complexes, prix toujours tirés vers le bas. La sous-traitance telle qu'elle est organisée aujourd'hui résulte d'une vision court-termiste. Elle est inefficace sur les plans économique et social. Souvent, en effet, les interventions en sous-traitance sont effectuées par des salariés limités à leurs tâches spécifiques, réalisées dans l'urgence et la flexibilité, basées sur des choix purement technicistes. Là où précédemment existait une équipe, un collectif qui essayait de s'articuler de manière cohérente autour d'un projet commun, d'un objet commun, on trouve désormais une addition d'interventions sans cohérence, créant des dysfonctionnements dans le processus même de production. C'est pourquoi nous proposons la mise en chantier d'une charte de la sous-traitance. L'ensemble formé par les donneurs d'ordre et les sous-traitants deviendra des unités économiques et sociales déterminées par la loi et non par le contrat. Ainsi, les conditions de mise en concurrence entre PME face aux grands groupes seront civilisées. Les salariés des PME seront inclus dans les conventions collectives des donneurs d'ordre et relèveront du même comité d'entreprise et des mêmes structures de négociation sociale. Les salaires seront égaux. La sous-traitance interdite lorsque les salaires des travailleurs des petites entreprises seront inférieurs à ceux des grandes. Un fonds patronal national de mutualisation des salaires sera mis en place. Il sera alimenté par une cotisation assise sur l'excédent brut d'exploitation, l'EBE, des entreprises et servira à abonder les salaires des entreprises soumises à des aléas ponctuels. Évidemment, pour l'essentiel, ce sont les grandes entreprises qui financeront ainsi, d'une certaine façon, une partie du salaire des petites.
De plus, il faut tendre vers une gestion territorialisée de la force de travail, comme y incite le droit opposable à l'emploi que nous proposons. Les besoins d'embauche et de formation, comme les investissements, doivent se penser non plus seulement entreprise par entreprise, mais au niveau du territoire. Nous préconisons la réintégration de l'usine dans les zones urbanisées et même dans les centres-villes, pas seulement dans les périphéries. C'est à nos yeux une mesure indispensable pour réduire le coût économique, écologique et social exorbitant des déplacements domicile-travail et un puissant moyen pour réduire le trafic automobile et les embouteillages. Il existe cependant une condition pour que les populations acceptent, c'est la disparition des nuisances provoquées par les usines, dans l'air, dans l'eau, dans les sols, les bruits, les odeurs, les livraisons, les expéditions, etc. Dès maintenant, une politique d'urbanisme adaptée doit permettre cette reconfiguration de l'espace, arrêt de la destruction des ateliers et entrepôts qui existent encore en ville, rénovation ou reconstruction de ces derniers, constitution de réserves foncières, création d'espaces verts en attendant. Parlons maintenant de l'innovation. Il est décisif pour une nation de maintenir un haut niveau de recherche fondamentale et appliquée. Lorsque la recherche et développement, ce que l'on appelle la R&D, et l'innovation sont absentes dans une unité productive, les seules possibilités qui lui restent dans un environnement sans barrière douanière ou réglementaire sont la lutte incessante contre les coûts, en premier lieu la masse salariale. Dès lors, ces unités de production deviennent volatiles géographiquement, sautant d'une région à une autre, d'un pays à un autre, à l'affût d'aides publiques. L'effort de R&D et d'innovation que nous voulons ne servira pas au développement de la compétitivité, comme c'est le cas aujourd'hui. Les milieux patronaux et gouvernementaux considèrent l'innovation comme un objectif en soi, comme un problème macroéconomique qui ne concerne que l'entreprise conçue individuellement. Certes, l'innovation, bien sûr, concerne l'entreprise, mais elle concerne aussi toutes les interfaces de l'entreprise, les hommes au travail, l'environnement, le territoire. En focalisant sur le seul aspect microéconomique, les interfaces et les externalités de l'entreprise ont été effacées. Aucune innovation n'a lieu dans ces domaines. Pour changer cette conception inefficace de l'innovation, il faut une structure publique de l'innovation industrielle, comme en leur temps le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, ou le Centre national d'études des télécommunications, malheureusement privatisé aujourd'hui avec le nom d'Orange Lab. Nous proposons d'ailleurs de renationaliser Orange et Orange Lab, bien sûr. Elle travaillera, cette structure, sur les points aveugles de l'idéologie contemporaine de l'innovation, que sont les interfaces et les externalités de l'industrie. Nous appelons cela le Centre national de l'innovation industrielle, le CNII, le CNI. Son rôle, inventer des machines et des processus de production plus sûrs pour l'homme au travail, moins pénibles, plus intéressants, peu consommateurs d'énergie, moins polluants, sur l'utilité, la durabilité et la qualité des produits et des matériaux, sur les effets de la production sur l'environnement, sur la coopération internationale. Pour parvenir à ces buts, la France se dotera à l'échelle interdépartementale de centres d'innovation pratique, les CIP, qui seront les structures décentralisées du CNI. Elles s'articuleront avec les collectivités territoriales, les entreprises nationales et privées, l'État, les universités et les laboratoires publics de recherche souhaitant réaliser des prototypes ou des mises au point de process. De manière plus générale, l'objectif unique et obsessionnel qu'est le profit privé va accélérer le déclin d'industrie.
Il est vrai malheureusement que le profit des entreprises comme raison d'être de celles-ci n'est pas véritablement contesté par la société, même dans ses franges les plus radicales. Ce qui est remis en cause, c'est le montant des profits, quand il est obscène, et l'affectation du profit, c'est-à-dire sa répartition entre les actionnaires et les salariés. C'est cet aspect des choses qui, historiquement, a animé la lutte des classes. Les luttes sociales et les projets de société se sont concentrés sur les moyens de répartir différemment les profits et de répondre plus équitablement aux intérêts des salariés. C'est ce qui a été appelé un meilleur partage des fruits de la croissance. Ces conceptions ne remettent pas en cause le principe même du profit et du type de croissance. En ce qui nous concerne, nous contestons le fait que le profit privé témoigne de la performance de l'entreprise et de ses capacités d'innovation. Pour nous, l'entreprise doit générer du profit public, c'est-à-dire être utile non seulement à son créateur et à ses associés, mais à toute la société. Pour nous, l'entreprise devenue organisation productive territorialisée doit préciser ses buts contractuellement avec le territoire sur la base de son aptitude à répondre aux besoins spécifiques de la population. L'avenir de l'industrie dépendra des buts qu'elle se donnera. Le fait qu'une société soit créée dans un but lucratif en vue de partager les bénéfices et les pertes entre les associés, article 1832 du Code civil, n'est plus suffisant. À cause de cette conception obsolète, l'usine s'est isolée de la société, coupée de la vie réelle, qu'il s'agisse du territoire où elle est implantée ou plus largement de l'esprit public en général. Elle a créé sa propre discipline interne, ses normes, ses codes, ses rituels, souvent artificiels et manipulateurs. Elle a demandé à des citoyens de plus en plus éduqués de laisser au vestiaire leurs attentes de responsabilité, de reconnaissance et d'autonomie, en leur confiant souvent des tâches nettement inférieures à leurs capacités. Les entreprises ont fait croire, il est d'ailleurs possible qu'elles y croient vraiment, que les déterminants de la compétitivité se réduisaient à la baisse du coût du travail et à l'innovation. Ce discours est tenu depuis des décennies, sans résultat. Il fait l'impasse sur l'essentiel, qui est le rôle déterminant de la macroéconomie. Il faut créer les conditions macroéconomiques globales à l'échelle d'une nation, favorables à l'activité économique des entreprises individuelles. Car en l'absence d'une conjoncture favorable, certes des entreprises pourront tirer leur épingle du jeu, mais l'immense majorité n'y parviendra pas. Avec ces obsessions de la baisse du coût du travail et de l'innovation, c'est la politique de l'offre qui s'est imposée, avec les ravages qu'elle a provoqués. Cette bouillie idéologique a entraîné la faillite du modèle de l'entrepreneur, présenté comme l'aventurier des temps modernes, le riscophile qui fait avancer la société contre les riscophobes. Ceux qui ont le goût et l'aptitude à entreprendre trouveront de bien meilleures conditions d'épanouissement dans la société que nous proposons. La politique industrielle que notre parti veut développer ne saurait donc être conçue comme une simple copie du modèle industriel actuel. C'est tout l'appareil productif qui sera transformé au point de parler de mutation. Le choix des objets à produire, les lieux où on les produit, la manière de les produire, l'origine et la nature de leurs composants, les effets de l'acte productif sur la santé humaine et la nature, tout changera. C'est ce que nous appelons la mutation écologique du mode de production. Ces réflexions sont développées dans la partie 8 de mon programme intitulé « Bien vivre dans une société qui préserve la biodiversité et les ressources fossiles tout en assurant son autonomie alimentaire par le développement de l'agriculture paysanne et son autonomie énergétique ».